Nous sommes à Osmose Culture, l'association de promotion culturelle internationale africaine, initiatrice du programme Scène expérimentale. Je suis Delphin Neo Nana, directeur exécutif de l'association Osmose Culture et promoteur du chantier de recherche et de créativité Scène expérimentale. Nous sommes honorés, mon équipe et moi, d'avoir été retenus au programme Transcultural Exchange, conférence internationale sur les opportunités dans les arts, explorant de nouveaux horizons. S'ils n'ont pas pu faire le déplacement, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Seulement, grâce à la magie de l'audiovisuel, nous sommes ensemble et vous pouvez avoir notre contribution. Vivement aux prochaines occasions. La portée écologique de l'art africain est le thème que nous avons retenu pour vous entretenir ce matin. Ce thème est logé dans le sous-thème Sustainable Vision, How to Achieve Them. Avant toute chose, je souhaite un bonjour à Doris, Tania, Rebecca, membres du panel dirigé par Déborah. Comment sommes-nous arrivés au thème la portée écologique de l'art africain, notamment sur l'aspect de la symbolique du bois? En réalité, c'est depuis 2009 que l'équipe de scène expérimentale se lance vers une exploration anthropologique aux relances scientifiques et artistiques à la découverte de notre passé commun, de notre présent et envisager notre avenir à travers la force et l'apport de l'art dans la vie de l'humanité. Et aujourd'hui, nous savons que les différentes strates de l'histoire de l'homme l'ont classifié dans les différents âges des matériaux, notamment l'âge de la pierre, l'âge du fer. Et aujourd'hui, nous vivons une autre époque qui est l'Anthropocène, qui est au fait la période pendant laquelle l'homme a le plus d'influence dans son environnement. Au rythme où vont les choses, c'est plus que alarmant. Mais l'art africain est véhicule de beaucoup de solutions parce que a conservé les propriétés ancestrales de la compréhension, de l'apport et de la présence de l'homme dans son écosystème et même, très important, de la participation de l'activité artistique à la construction d'une société idéale et idéale. Bon, parlant de la portée écologique de l'art africain, c'est un thème qui a été longtemps développé dans le cadre du chantier de recherche et de créativité nommé Scène expérimentale, qui, comme vous devrez le savoir, a pris naissance au Cameroun en 2009. Nous sommes engagés, un groupe d'artistes et de chercheurs indépendants, à explorer l'art africain afin d'en dégager les implications dans le passé de nos ancêtres, dans notre vie présente et envisager des solutions pour les crises actuelles. Et nous sommes de plein pied dans nos mondes victimes à une crise très aiguë et c'est une crise dite environnementale. Bien entendu, cette crise a ses origines, a ses manifestations et a des solutions. Scène expérimentale est aller vers les origines de la crise, ses manifestations actuelles et à la fin, nous vous donnerons quelques solutions. Nous constatons que la crise écologique puise ses racines aussi bien dans l'historicité des êtres, notamment les australopithèques, et nous sommes spécialement appesantis sur Toumaï qui est aujourd'hui supposément l'ancêtre de l'humanité puisqu'il a déclassé Lucie, qui elle avait 3 millions d'années, Toumaï en a 7. L'environnement dans lequel Toumaï évoluait est sujet à beaucoup d'enseignements. Toumaï a été découvert dans l'ère du Jura. L'ère du Jura aujourd'hui correspond exactement à un désert sahélien dans la zone du nord du Tchad et du sud de la Libye. Et ce qui est vrai, c'est que ce désert, il y a quelques milliers d'années seulement, était encore habité. C'est-à-dire on pouvait trouver dans le mégalac Tchad autant d'activités humaines, animales, forestières que on le retrouve aujourd'hui dans la forêt amazonienne ou la forêt équatoriale. Donc c'était les zones purement vertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les études scientifiques nous dévoilent qu'il y a eu un changement d'époque entre le Miocène et le Pliocène et Toumaï a disparu dans cela. Parlant de notre démarche méthodologique, il est convenu qu'en Afrique, la transmission est orale. Et mieux encore, aujourd'hui, il a été démontré que l'Afrique n'est pas que le continent de l'oralité, mais il est aussi le continent de l'écriture. En Afrique, l'écriture est plastique. Alors nous sommes allés vers ces deux formes d'écriture ou de méthode de transmission, la littérature orale comme on l'appellerait, et
la littérature scripturale, comme il est convenu maintenant de le dire, que les peuples africains ont eu leur écriture. Nous sommes allés vers ces deux sources inestimables de savoir et de conservation de la connaissance africaine pour étayer nos travaux. Et cette approche, nous ne la voulons pas calquer sur une démarche ethnologique ou encore une autre démarche existante, parce que nous savons que la science pure, la science dure, ne considère qu'une vérité à partir du moment que une communauté a décidé qu'elle en soit une. Et comme Victor Hugo disait, la science pour nous est la syntote de la vérité. Elle s'approche toujours mais ne la touche jamais. Alors, pour atteindre les objectifs de clarification et de la compréhension des problèmes qui mènent la société et des solutions que peuvent apporter l'art traditionnel africain, nous nous sommes appesantis à une méthode unique et inédite, l'expérimentalisation. Donc, les Africains sont des peuples qui ont pendant longtemps perpétré leur tradition et même leur savoir et leur connaissance à travers l'oralité et des signifiants inscrits sur des supports comme le bois. Et nous sommes intéressés davantage à ce deuxième signifiant qui est la sculpture sur bois pour comprendre la pertinence et l'impact de ce que nous appelons la symbolique du bois dans l'art africain qui est un art de préservation et de conservation de l'environnement. Nous nous retrouvons donc dans une étude dans le désert du Djourap qui en réalité est un air, soit une zone antérieurement occupée par un point d'eau qui aujourd'hui s'est asséché. Et c'est là où Thomas a été découvert avec d'autres fossiles appartenant tout au moins à 8 individus, d'après les professeurs de Michel Brunet. Donc Thomas vivait dans une collectivité de 9 tout au moins. Thomas était-il un artiste ou bien était-il simplement un australopithèque qui allait au gré de son instinct? Ce qui nous intéresse aujourd'hui est la compréhension de la symbolique du bois et comment est-ce que cette compréhension peut nous aider à résoudre les problèmes liés à l'écologie. Denis Vialou pense que l'art ou les manifestations artistiques auraient apparu il y a 35 000 et 50 000 ans. Mais une étude profonde prouve que les dernières découvertes, notamment celle de Houblin au Maroc, qui parle de l'Homo sapiens achaï qui serait antérieur à l'Homo sapiens sapiens, sa présence daterait de 300 000 ans avant. Donc, en réalité, la présence, la manifestation de l'art par les hommes daterait d'au moins 300 000 ans. Bien en amont, il a aussi dit que l'art serait antérieur à la découverte du feu. Parce que, au fait, les périodes classifiées comme étant les périodes de l'évolution humaine, c'est-à-dire notamment la période de la période de la pierre et la période des métaux, ces périodes-là ne nous permettraient pas exclusivement de comprendre et d'envisager des solutions à la crise écologique que nous vivons aujourd'hui dans l'Anthropocène. Parce qu'il y a bien au-delà un âge plus important qui est l'âge du bois. Et cet âge du bois débuterait bien avant la découverte du feu. Parce que s'il faut se fier à la théorie de la bipédie initiale, une fois sorti de l'eau, l'homme se serait d'abord agrippé à un arbre, a regardé l'arbre et l'arbre lui a communiqué sa verticalité. Et autour de cet arbre, il y a eu des branches qu'il a certainement utilisées pour pouvoir réaliser la cueillette et non plus le ramassage, comme tous les autres animaux quadrupèdes. Plus en avant, nous constatons que certains écrits dits sacrés et même des écrits cosmogoniques placent la présence de l'arbre antérieurement. L'importance du bois donc à la découverte des autres matériaux comme la pierre. Parce que, comme je vous l'ai dit, si l'arbre avait soupçonné que le bûcheron se servirait de la hache contre lui, il ne lui aurait jamais fourni son manche. Ceci explique que le manche est l'outil antérieur à la hache. Donc, l'homme s'est d'abord servi de la branche d'arbre pour pouvoir réaliser toutes ses activités. Mais comment est-ce possible qu'on a pu ne pas considérer cette période-là dans l'appropriation des outils artistiques et même domestiques de l'homme pour une seule raison? Parce qu'on sait bien que le bois, dans le processus de sédimentation,
n'est pas aussi résistant que les autres matériaux comme la pierre ou le fer. Donc ça peut être occulté. Mais les traces de ce bois dans la culture africaine restent très présentes. C'est pourquoi en Afrique, tout commence autour de l'arbre. C'est sous l'arbre, par l'arbre, qu'on détermine la naissance d'un enfant, puisqu'on le consacre toujours à des divinités qui sont supérieures à nos entités, mais dont le véhicule, les terres est la substance du bois. Et l'Africain, soucieux et conscient des rapports très proches qu'il entretient avec l'arbre, donc le bois, a donc développé des méthodes pour préserver, conserver cet habitacle-là, qui n'est pas seulement un habitacle, mais qui est même la source ou la présence, ou alors la manifestation de la divinité dans sa vie. Parce que les rapports que l'Africain entretient avec la nature ne sont pas des rapports de domination, mais ce sont des rapports de complémentarité. C'est-à-dire que dans toutes les cosmogonies relatives au peuple africain, l'homme n'est pas le gérant de la terre. L'homme est plutôt un être complémentaire, en communication, en cohésion avec les autres êtres. Nous allons sur le postulat que la compréhension du rôle de l'art africain dans la résolution des problèmes écologiques est parallèle à la compréhension de l'histoire des hominidés. Nous comprenons qu'à l'origine de la crise écologique, il y a une compréhension scientifique et même idéologique de la nature et du rôle de l'homme dans la nature qui fait problème. Inversement à la pensée occidentale, la pensée africaine considère la nature comme une composante essentielle à la vie de l'homme, comme une source inépuisable pour son épanouissement. Par contre, certains mythes, notamment judéo-chrétiens ou même scientifiques de l'époque des Lumières, déterminent la place de l'homme comme un acteur majeur dans la transformation et l'amélioration de son écosystème. Seulement, cette transformation abusive de l'écosystème a appauvri un côté de la planète pour construire l'autre côté de la planète, comme l'histoire nous le révèle, notamment dans la période de la transformation de l'Occident à travers les révolutions techniques et même technologiques. Les matières premières, comme le bois et d'autres minéraux, étaient extraits de leur milieu, de leur biotope naturel et exportés pour construire la civilisation. Ceci a désorganisé l'écosystème tout entier et a créé des changements que nous ne parvenons plus à maîtriser. Mais fort heureusement, l'art africain, dans ce souci de préservation, de conservation de l'environnement, a des rapports particuliers avec l'environnement. C'est pourquoi, dans les cultures Fambeti notamment, un peu plus réputées pour la taille du bois et des masques fins comme on les a connus avec Matisse et Picasso et d'autres grands artistes, ces peuples avaient l'injonction de ne pas couper certains types d'arbres, certains types d'essences et de ne pas s'approcher de certaines forêts, d'où la notion d'arbres sacrés, de forêts sacrées, qui en réalité étaient des balises afin qu'on puisse préserver les espèces précieuses et au mieux léguer aux générations futures des choses plus importantes que des cases ou des maisons, mais une idéologie plus forte. La gravité de la situation actuelle fait en sorte que les scientifiques, les artistes et même les politiques sont préoccupés. La solution idoine au terme de la palabre écologique reste la substitution du principe du recyclage par celui de la résurrection de la matière morte.